Bonjour Nathan Marchand, Salut, comment ça va? ça va bien toi? Alors je vais te présenter l'émission, je m'explique avec toi aujourd'hui. Tu as choisi un lieu, tu vas nous expliquer pourquoi ce lieu. Tu as choisi 2 thèmes, tu auras à répondre à différents sujets de la ligne éditoriale. On finira par la question cool, la question soft et la question hard. Parfait. Alors pourquoi ce lieu magnifique? Celui-là? Oui, C'est le vestiaire, je pense pour tous les joueurs, c'est vraiment là que tout se passe. On passe vraiment beaucoup de temps ici. Beaucoup de liens se créent aussi ici entre les joueurs. Donc voilà, c'est vraiment un peu la base d'une équipe, que ce soit une équipe de tous les sports. Donc c'est vraiment ici qu'il y a les choses les plus intéressantes qui se passent, on va dire. ok. Tu es né le 17 février 1997. Tu mesures 1m75, Exact. 77 kilos. 78. 78, ok. Ça dépend des périodes. Après le repas. Exactement. Tu es left, ailier et centre. Tu préfères quoi, ailier ou centre? Alors, je préfère quand même ailier. Je me suis habitué un peu plus à cette position. Quand j'étais junior, quand j'étais plus jeune, je jouais au centre. Mais depuis que je joue en National League, on m'a mis à l'aile. Donc, c'est vraiment aussi un rôle que j'apprécie. Si je dois aller au centre, je peux dépanner. Du coup, j'ai quand même encore des compétences, on va dire. Mais je préfère, ma position favorite reste à l'aile. Tu as toujours joué dans la région fribourgeoise, dans ton moment junior. Ouais. Jusqu'à là, on est bon. International U7, U16, pardon, U17, U18, U19, U20, avec 2 championnats du monde, U18 et U20. Donc là, ma première question par rapport aux sélections nationales, tes meilleurs souvenirs, tes grosses émotions, tes entraîneurs, les joueurs, qu'est-ce qui te reste dans ta mémoire finalement par rapport à ces compétitions? Comme tu l'as dit, je pense les 2 championnats du monde. La première fois avec les U18, c'était en Suisse. On a eu la chance d'avoir pu accueillir ça, donc c'était vraiment chouette. Je veux dire, on avait les fans. À chaque match, c'était plein, c'était à Zug. À cette époque-là, la patinoire était elle était toute neuve, donc c'était vraiment incroyable. Et puis le 2e championnat du monde, donc c'était au Canada. J'ai eu la chance d'avoir été à Montréal puis à Toronto. Donc là aussi, c'était vraiment 2 grandes villes de hockey, donc c'était vraiment génial. L'atmosphère, on va dire la ville aussi à côté. On voit vraiment qu'ils vivent pour ça là-bas. Par rapport à ces sélections, est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont marqué? Tu t'es dit, waouh, le gars là, lui, ça va être vraiment une star. Alors j'ai eu la chance aussi de pouvoir jouer avec Nico justement. Nico, même ceux qui sont passés par la NHL, Malgin aussi très impressionnant déjà à cet âge-là. Zigenthaler aussi était vraiment très très fort. Donc voilà, je pense pour citer les 3, là c'était vraiment des gros morceaux. Tu commences ta carrière professionnelle à Fribourg-Gotteron lors de la saison 14-15 en National League. Tu te rappelles ton premier match? C'était à Cloton. Cloton. Tu avais joué beaucoup? Il me semble que j'avais pas mal joué. J'étais en 4e ligne. Il y avait eu des blessés, donc j'étais en 4e ligne. Je me souviens pas du temps de glace, peut-être 7-8 minutes. Pas mal. C'est vraiment très, très correct. Ouais, j'avais beaucoup de nervosité, je pense, ce qui est normal. Mais après, finalement, après le premier chiffre, c'était déjà long. En 15-16 et en 16-17, tu fais des piges en parallèle de ton engagement avec Fribourg en Swiss League avec Martigny et Ajoie pour poursuivre ton développement. Exactement. Donc pour un total pour l'instant de 330 matchs en National League et 26 matchs en Swiss League. Ça t'a amené quoi la Swiss League? Beaucoup d'expériences, je pense que c'était un peu les mêmes expériences. Martigny et Ajoie qui sont des clubs très familiaux, on va dire. Donc, à Martigny comme à Ajoie, j'ai pu avoir beaucoup de temps de glace, que ce soit en 5 contre 5, sur le box play, sur le power play aussi. Donc, ça m'a vraiment mis en confiance pour revenir là. Je pense pour un jeune, c'est que bénéfique. Donc, si les jeunes, on sait que c'est dur de faire le saut de junior à Ligue nationale. Donc, si on peut passer par la Swiss League, la Ligue B à l'époque, c'est que tout bénéfice, je pense. Tu as également joué 25 matchs en Champions League. Tes sensations et tes meilleurs souvenirs? Ça, c'était vraiment chouette. Je veux dire, c'est des expériences incroyables. On voyage un peu avant la saison. Ça nous permet d'avoir des bons matchs de préparation. On sait des fois que c'est pas facile, ces matchs de préparation, que peut-être certaines équipes les prennent pas à 100%. Donc, de pouvoir jouer une compétition européenne afin de préparer le championnat, je pense que c'est la meilleure des manières de pouvoir préparer ça. Donc voilà, puis je pense que mon plus beau souvenir, c'était j'avais eu la chance d'être top scorer aussi à cette Ligue des Champions il y a 2 ans maintenant, donc c'était aussi c'était cool. Ouais. Ok. Et pour clôturer ta présentation, tu as été sélectionné 2 fois avec l'équipe A. C'est juste, hein? Ouais. Tu te rappelles à qui tu jouais et qu'est-ce qui te reste de ces moments? C'était un tournoi en Allemagne. Franchement, honnêtement, je me souviens plus trop avec qui je jouais. Je sais même plus si j'avais été au centre ou à l'aile, il me semble à l'aile.
Mais non, franchement, je me Et souviens comment ça se passe? Je me souviens qu'il y avait Doufner avec moi. Comment ça se passe? Tu reçois un appel? Ouais, exactement, c'était ça. J'avais fait un début de championnat correct aussi. J'étais aussi plus jeune, donc voilà, il avait peut-être eu un peu un potentiel en moi. Donc là aussi, il m'avait appelé, il m'avait dit comme quoi il comptait sur moi si j'étais intéressé. Donc là, bien sûr, évidemment, j'étais très honoré de pouvoir faire ce tournoi. Et c'était 5 jours aussi justement en Allemagne, donc c'était vraiment une belle expérience de pouvoir un peu c'était encore, on va dire, plus professionnel que les équipes nationales juniors, donc pouvoir un peu voir l'ensemble, c'était vraiment une belle expérience. Ok, là maintenant on va passer dans ta carrière professionnelle. Tu as vécu une saison difficile en 22-23, après avoir été très prolifique en 21-22 avec 20 goals en saison régulière. Penses-tu que tes 17 semaines à l'armée à Macolin, sans repos et vacances, t'as péjoré dans tes performances? J'ai lu l'interview en fait et tout de suite j'ai essayé de trouver des explications et je voulais avoir ton sentiment là-dessus. C'est dur à dire, c'est vrai que la saison d'avant j'avais peut-être surperformé, on va dire, peut-être beaucoup de réussite, d'opportunisme de ma part. La saison d'après était très compliquée, c'est vrai que on peut dire que peut-être ça n'a pas aidé, on va dire, au niveau de la récupération, mais je veux dire, Sandro l'a fait avec moi, donc lui il n'a pas trop eu de soucis à ce niveau-là, donc je pense pas. Je pense que c'est vrai que j'ai une saison un peu plus compliquée. J'ai essayé de travailler à chaque soir. J'ai peut-être un peu moins de réussite, moins de chance. Donc voilà, j'ai essayé de pas me laisser abattre, on va dire, par ça, et puis de toujours travailler dur. On sait que je me considère aussi comme un joueur qui travaille, qui donne le 100% à chaque match, qui va travailler dans les coins, qui sait de récupérer des pucks. On va dire que de scorer, c'est pas, on va dire, mon fort ou ma qualité première. Donc j'ai essayé de faire ça, essayer d'être l'équipe le plus possible l'année passée. J'ai été moins prolifique, mais voilà, j'ai continué à travailler. Je ne me suis pas trop posé de questions par rapport à ça. Et le fait d'avoir vécu une saison remarquable avec 20 goals, de pas 2 jours après la demi-finale repartir à l'armée, tu ne crois pas que quand même, sans parler d'aspect physique, mais l'aspect mental, pour digérer tout ça, tu n'aurais pas eu besoin d'un peu plus de repos et ça t'aurait permis d'analyser? C'est possible, oui. C'est clair qu'après une longue année qu'on a eue, une belle année que j'ai eue personnellement, il y a toujours aussi un peu cette tristesse, cette frustration d'être sorti en demi. Donc voilà, peut-être une semaine aurait fait du bien. Donc c'est clair, pour un sportif, des fois il y a des événements comme ça qui s'enchaînent. Mais voilà, je dis, c'est pas une excuse. C'est clair que ça aurait pu peut-être, on va dire, plus m'aider à vraiment lâcher prise et puis passer à autre chose. Mais voilà, me remettre aussi dans cette histoire d'armée, de voir des autres personnes, ça m'a aussi aidé à changer mes idées, justement de voir d'autres personnes, de rencontrer d'autres sportifs et puis de passer, on va dire, un peu à autre chose. Là, c'est une question que vous n'aimez pas trop, mais tu peux répondre dans le désordre. Ton top 3 des joueurs avec qui tu as joué, qui t'ont le plus impressionné ou contre qui tu as joué? Tu te dis, avec les qualités, tu t'es dit, lui là, mais c'est juste abominable de jouer contre ou de jouer avec, c'est incroyable. Et dans le désordre, comme ça, il n'y a pas de préférence, mais tu as joué avec plein de joueurs, mais des fois, il y en a un qui t'a impressionné par son professionnalisme, son mental. Moi, j'ai par exemple joué avec un joueur qui n'était pas très fort, mais qui avait un mental, et dans tous les moments décisifs, il était présent, et on hallucinait, mais il était tellement fort dans sa tête. Pour moi, quand même, un des meilleurs, je pense, j'ai eu la chance de jouer avec, c'est Desharnais. Je veux dire, il a la vision du jeu, sa qualité de passe, sa qualité de patinage, c'est vraiment incroyable. Avec son petit gabarit, ce qu'il était capable de faire sur la power play, là, ouais. quand il sortait de derrière la cage, il trouvait des jeux incroyables. Il est aussi très professionnel en dehors de la glace. Énormément d'expérience, on le voyait ici, on le sentait. Je pense que tout le monde le sentait autour, que ce soit dans l'équipe ou bien les gens autour. Donc, ouais, facilement, on va dire, un de mes joueurs préférés avec qui j'ai joué. Pour moi aussi, un joueur qui m'impressionne, on en a parlé avant, mais c'est Malguin Denis. Son patinage, il est vraiment incroyable. Je veux dire, il peut mettre dans le vent quasiment tout le monde. Le goal qu'il met là en patinant, Arreto, pour le fermer, qui shoot, il a vraiment des qualités incroyables. C'est clair que lui aussi, il a un petit gabarit, donc il a un centre de gravité très bas, il est très solide sur ses jambes. Donc pour moi, c'est aussi un des plus grands patineurs que j'ai eu. Puis ça peut aussi, tu peux t'identifier finalement parce que ouais, tu sais que si tu travailles le bas du corps, comme les Desharnais, on va dire, j'essaie aussi de beaucoup apprendre de lui, de lui poser aussi des questions par rapport à comment se positionner, etc., dans les coins, etc. Donc c'est aussi j'ai pu prendre beaucoup d'expérience par rapport à ça, par rapport à lui.
Puis Denis aussi, j'aime bien aussi m'inspirer de lui car c'est un très très bon joueur. Le troisième? Troisième, qui m'avait aussi très impressionné, avec qui j'ai pas joué dans la ligne mais qui était dans la même équipe, j'étais encore jeune, c'était Martin Riway. Énormément de talent, vraiment énormément de talent. C'était pas le plus gros travailleur, on va dire, mais avec le talent qu'il avait, il aurait pu faire vraiment une belle carrière. Ensuite, il a eu des gros problèmes de santé. Mais c'était vraiment aussi un joueur qui m'avait marqué, peut-être aussi parce que j'étais plus jeune, je commençais à intégrer cette première équipe. C'était vraiment un joueur, j'avais vraiment aussi flashé dessus, il était incroyable, il avait des mains vraiment incroyables, il pouvait se sortir de n'importe quelle situation dans le jeu avec ses mains, c'était vraiment très impressionnant. Donc là, on arrive à ton premier thème. Tu as choisi les voyages en bus avec l'équipe. Ouais. Beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a pas mal de choses. Qui a la banquette du fond? C'est Reto. Ouais, Reto normal. Ouais, aussi, c'est un des plus grands. Je pense qu'il a besoin de sa place, son petit confort. Et puis il faut le laisser tranquille. Exactement. Alors, il peut gagner des matchs. Moi, je suis plus à l'avant, donc je sais pas exactement ce qu'il fait derrière, mais je pense qu'il doit bien être calme quand même. Qui perd tout le temps aux cartes? On a arrêté de jouer aux cartes. On y jouait il y a 4-5 ans. On avait fait une table. On jouait beaucoup Uno. Quand il y avait encore Ludo, Chavaya, donc on se marrait bien. Là, on est plus que. Devant, on est quasiment plus que 3 avec Benoît et Kiki. Et Benoît, il a ses cours, donc il révise aussi beaucoup. Donc avec Kylian, on papote, on ragote un peu. Ok. Qui monopolise le temps de parole avec des anecdotes? On a toujours, dans toutes les équipes, on a toujours un conteur d'histoire. Alors, c'est assez. Parce que le bus, il est divisé justement derrière. On a Reto Diaz, donc un peu les joueurs d'expérience suisse-allemand. Ensuite, Julien André, qu'on leur place depuis maintenant des années. Tout devant, on a les Suédois. Ouais. Donc, des fois, ça part un peu en cacahuète. Donc, il y a tout le monde qui se crie dessus. Dido aime bien pousser un peu son coup de gueule aussi. Donc, c'est vraiment assez, on va dire, homogène. Tout le monde peut dire. Il n'y a pas quelqu'un qui monopolise, on va dire ça. Et toi, qu'est-ce que ça t'amène, ces voyages en bus? Qu'est-ce que tu aimes dans le sport? C'est une source, on va dire, un peu de divertissement. Avant les matchs, c'est clair, tout le monde est un peu dans sa bulle. On discute, on va dire, un peu calmement. Il y en a qui regardent des séries, il y en a qui aiment bien écouter de la musique. Mais après les matchs, on parle beaucoup. C'est clair qu'aussi, suivant quelle victoire, on s'autorise une bière ou deux. Ça, on va pas se le cacher. Je pense que c'est un secret pour personne. Puis je pense que ça permet aussi de décompresser. Des fois, on parle du match, on se raconte, on essaie de faire un peu une vue d'ensemble, je dis, sur le match. Donc, on essaye de parler un peu là-dessus. Et puis, je pense pour la cohésion d'équipe, c'est aussi sympa de pouvoir discuter vraiment avec tout le monde. Et puis, de pouvoir aussi créer des liens dans ce cas. Est-ce qu'il y a des règles avec le Natel? Est-ce qu'il y a des règles bien établies par les Non, alors coachs? pas forcément. Donc, chacun, on va dire, peut utiliser son Natel. On essaye, je ne sais pas si c'est une règle à l'interne, mais on essaie de ne pas téléphoner, donc surtout avant le match. Avant le match. Pas que quelqu'un soit en train de téléphoner pendant une demi-heure qui dérange ceux qui aimeraient dormir ou quoi que ce soit. Après les matchs, c'est clair, c'est un peu plus libre, on va dire. Bien que les joueurs, s'ils ont des appels à faire, ils le font avant de rentrer dans le car généralement. Donc là, j'ai une question. Nathan, après ta carrière, après avoir testé constructeur métallique, cuisinier, boulanger, confiseur, pâtissier, meunier, paysagiste, maçon, électronicien, couvreur qui est-ce que ça vient, ça? Et menuisier, tu vas te lancer dans la finance ou dans le gym? Non, alors je vais partir dans la finance plutôt. J'ai dû me renseigner auprès de mon fils, ça voulait dire le gym, parce que j'ai un certain âge. Alors, non, on va en venir après sur ce thème, je pense, mais si je pouvais me lancer dans la finance, ça m'intéresserait, car comme on va le dire plus tard, je travaille dans la banque, donc c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Tu as un magnifique sourire avec des dents impeccables. Quel est ton secret? J'ai pas de secret, je mets même pas de protège-dents, franchement, on va toucher du bois là. Moi j'ai entendu un truc, tu vas me répondre, et on se moque de moi aussi. Moi je me brosse les dents après les matchs, parce que avec tous les produits à mon âge que je dois me mettre dans le corps pour pouvoir tenir. Et on m'a dit que tu te brossais les dents en arrivant le matin à la patinoire. Exactement, c'est un peu mon rituel tous les matins, je me brosse les dents à la patinoire. Je prends pas le temps à la maison, je me dis que j'ai pas le temps en fait à la maison, donc je le fais ici, j'ai toutes mes petites affaires. Des fois aussi quand on part à Davos ou Lugano, et puis quand on n'a pas le temps de rentrer à la maison, je me brosse aussi les dents à midi, donc c'est vraiment quelque chose que, je sais pas, j'aime bien prendre soin de mes dents, on va dire. Tu es un clubiste, tu viens de signer jusqu'en 2028, qu'est-ce que ça représente pour toi là? Un grand honneur, une grande fierté aussi pour un joueur comme moi, tu l'as dit, qui a toujours joué là.
J'ai signé pas mal de contrats d'une année ou deux, on va dire. J'ai un peu jonglé entre les deux, donc de pouvoir maintenant signer 4 ans avec encore les 3/4 de cette saison, ça me fait quasiment 4 ans et demi encore ici à Fribourg. Donc j'ai aussi le temps de voir venir, d'avoir des projets. Donc pour moi, c'était aussi important. Ça a pesé aussi un peu dans la balance. C'était aussi, on va dire, un choix, puis un souhait que je voulais aussi de pouvoir rester ici, on va dire, à moyen terme. Donc là, je suis vraiment très content. Quand on observe un petit peu ce qui se passe en National League, les joueurs, les clubistes, il n'y en a pas beaucoup. Et de plus en plus, ils signent à long terme. Je ne sais pas si tu as observé cette nouvelle tendance. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de gros contrats, on va dire, qui sont signés. Donc, ouais, je pense que c'est une tendance qui vient de plus en plus. Je ne sais pas si c'est les joueurs qui veulent un peu plus se mettre à l'abri, ou bien je pense, généralement, quand c'est un contrat à long terme, c'est que les deux parties, vraiment, ils veulent la même chose. Donc, on a vu déjà Berchi chez nous, Kiki aussi, qui avait signé un long contrat, Chervé à Berne, etc. Donc, c'est vraiment des... Mais outre le fait que tu sois d'ici, et c'est important l'identité, et on sait que les gens sont très attachés à avoir des gens formés au club, le fait que tu sois pas souvent blessé, le fait que tu es un grand professionnel et que tu as toujours beaucoup d'énergie et que tu as encore une marge de progression, moi j'ai senti ça en fait. Lorsqu'on a annoncé cette signature, alors qu'à chaque fois c'était 1 an ou 2 ans, là j'ai vraiment senti une marque de confiance en disant ce gars-là c'est une valeur sûre. Il nous a prouvé pendant plusieurs années, on l'a testé et maintenant il mérite ce contrat. C'est possible, ça il faudrait regarder avec le club. C'est vrai que l'année passée, j'avais aussi le choix de signer 1 année ou 2 ans quand on a discuté avec Fribourg. J'ai beaucoup réfléchi, c'est clair, c'est pas facile. Et puis je me suis dit, on va dire que j'ai cru en moi, je me suis donné vraiment les possibilités. Et je me suis dit, bon allez, je signe 1 année et je sais que cette année, je devrais me donner à fond. J'ai fait une bonne préparation. Je me suis vraiment mis dans la tête que je voulais chercher un long contrat, un bon contrat. Donc voilà, je me suis fait confiance. Et puis, je suis content que ça ait payé et que j'ai pu décrocher ce contrat ici à Fribourg. On va se détendre un peu. Tu es un gars simple, discret. Tu bosses toujours très dur. Non, mais on va sur des questions un peu plus cool. Tu as toujours également une petite blague. On m'a dit que tu avais pas mal d'humour. On m'a soufflé que je pouvais te surnommer Hboula. Pourquoi et qui est-ce? Hboula, ça c'est Chavi, ça. C'est Chavaya, ouais, c'est un petit délire. C'est un petit youtubeur, c'est un youtubeur qui fait pas mal de... Mogomedov. Mogomedov? C'est son nom. Ok, tu vois, je savais même pas, tu m'apprends quelque chose. Ouais, c'est le petit là qui fait des vidéos sur Instagram, TikTok, tout ça. C'est un petit délire qu'on a avec Chavaya, il nous fait vraiment rigoler. Donc ça c'est Chavi, c'est un Chavi tout craché. Tu es un excellent patineur, très bon dans l'intensité, tu récupères énormément de pucks dans les duels. Ton secret, on en a parlé un peu en off, et après je reviendrai sur l'efficacité offensive. Mais déjà, tu mets beaucoup d'intensité, c'est sympa les joueurs avec qui tu joues cette année. Hein. Je crois que tu as 2 très bons joueurs avec toi, mais j'observe que soit tu utilises ton corps et tu arrives à mettre ton corps sur la canne de l'adversaire au bon moment et sortir avec le puck, soit avec tes bras. Et justement, tu n'es pas un énorme gabarit, mais quel est ton secret pour récupérer autant de puck au pressing? Comme tu viens de le dire, je ne suis pas un grand gabarit, donc j'essaie surtout de beaucoup jouer avec ma canne. On me demande souvent si c'est quelque chose que j'ai entraîné ou bien comme ça. C'est pas quelque chose que j'ai entraîné, j'essaie de regarder aussi beaucoup de vidéos, de m'inspirer des vidéos qu'on voit sur internet, en NHL, etc. C'est très important, je pense, le jeu avec la canne. Et c'est quelque chose sur laquelle j'ai beaucoup de réussite, on va dire. Mais j'essaie beaucoup aussi de lire, on va dire, l'adversaire et puis savoir ce qu'il va faire avant qu'il le fasse, justement, pour essayer de le contrer ou avoir une demi-seconde d'avance. C'est ce qui me permet aussi de récupérer pas mal de pucks. C'est aussi un peu mon rôle, on va dire, on en parlait avant avec mes 2 compères de ligne. C'est aussi un peu mon rôle dans cette ligne, c'est de créer de l'échec avant, essayer de garder le puck dans leur zone. Après, on va dire que je dois leur passer le puck et puis après eux, c'est un peu les artistes. Moi, c'est pas, on va dire, ma qualité première de porter le puck, etc. Mais j'arrive à en récupérer pas mal, donc c'est aussi un peu comme j'ai dit, mon rôle en fait dans cette ligne. Et l'efficacité offensive. Alors là, je veux qu'on prenne un certain temps parce que quand tu as mis 20 goals dans la ligue, c'est que tu es capable de les mettre parce que tu les as pas volés. Et quand tu dis je suis pas un buteur, j'étais à Genève vendredi, tu as une grosse situation à 55 et puis après tu as le penalty. Et mon sentiment,
et je vis la même chose, j'ai pas ton talent, mais je vis la même chose, c'est que dans ma tête, je suis persuadé que je suis pas un buteur, tu vas me dire et dès que j'ai un jeu comme ça, j'essaye de gagner du temps pour faire une passe. Ou quand j'arrive sur un duel, j'essaye de voir ce que va faire le gardien pour m'adapter. Alors que, par exemple, sur ton penalty, quand tu es parti comme ça, à un moment donné, sur une fraction de seconde, je trouvais qu'il y avait un lancer à prendre entre les jambes, par exemple, et toi, tu as attendu de voir vraiment, et d'un coup, après, tu te retrouves sans inspiration finalement parce que c'est le gardien qui décide où t'emmener. Est-ce que ça, tu le travailles? Pour revenir, on va dire, au début de la question, c'est clair qu'après une saison de 20 goals, comme on l'a dit au début du podcast, j'ai peut-être un peu aussi surperformé. Mais voilà, j'étais aussi au bon endroit au bon moment. Comme j'ai dit tout à l'heure, je jouais avec Dernay qui me servait aussi des caviars. Donc c'était aussi peut-être, on va dire, un peu plus facile. C'est dur à expliquer. Des fois, il y a aussi une question de confiance, je pense, quand on est un attaquant. C'est clair quand on en a marqué 20, la saison d'après, on se dit voilà, je peux, je sais que j'en suis capable, je veux aller chercher de nouveau ces 20. Et puis il y a peut-être les occasions qui se présentent un peu moins, il y a peut-être un peu de moins de chance, il y a un poteau, etc. Cette année, au niveau des goals, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. J'en suis à 2, je crois. Ouais, j'en ai 2. Et puis, pourtant, je me crée des chances. Donc, c'est quelque chose que je sais que j'aurai à chaque match. J'ai des chances de marquer. J'ai pas mal de fois où je me retrouve seul devant le gardien. Après, c'est aussi un peu quelque chose sur laquelle je peux travailler, c'est aussi rester peut-être un peu plus calme devant le goal et pas précipiter, on va dire, un peu la chose. C'est aussi des choses avec lesquelles je discute avec mes coéquipiers, les buteurs, on va dire, nés. Et dans les skills coach aussi, tu essaies de travailler sur des choses. Exactement, ouais, ça se travaille, je veux dire, aux entraînements tous les jours. C'est des choses qui... Ça se travaille à l'entraînement, mais après, c'est clair, quand on est en situation de match, il y a aussi le stress. On sait qu'on a de la pression qui vient de derrière ou bien de gauche à droite. Donc, c'est aussi des situations différentes. Mais je pense que c'est aussi un point où j'ai encore la marge et du potentiel. Là, on arrive à ton thème 2. Tu as choisi la finance, ta reconversion. Donc, tu peux développer et parler un petit peu aussi de là où tu vas aller et puis de la finance en Suisse. C'est quand même quelque chose de très important dans le pays. Alors, pour commencer, après l'école obligatoire, j'avais aussi le choix entre continuer les études, donc aller au collège, chez nous, on dit comme ça à Fribourg, ou alors commencer un apprentissage. J'avais eu la chance, on va dire, à l'époque, d'avoir été quand même un peu pistonné, étant donné que c'est le sponsor principal. J'avais dû passer des examens, faire des entretiens d'embauche et j'ai pu faire l'apprentissage sur 3 ans d'employé de banque, d'employé de commerce. Et puis voilà, c'est quelque chose qui est très intéressant car dans le domaine bancaire, on touche vraiment à tout pendant l'apprentissage. Donc j'ai pu vraiment découvrir tous les secteurs. Ça s'est super bien passé, c'est clair, c'était pas une période facile dans ma vie, c'était entre 15 et 18 ans. Donc c'est aussi là que des fois qu'on cherche un peu. C'est aussi à ce moment-là, vers 15 ans, qu'on se dit est-ce que je veux devenir un professionnel ou bien est-ce que je voudrais faire ça après pour le plaisir, puis me focaliser plus sur ma carrière personnelle. Donc voilà, c'était pas facile, j'ai dû cravacher, j'ai été soutenu aussi par beaucoup de personnes, par mes parents, par la banque aussi qui m'a beaucoup soutenu, qui m'a permis de partir aux entraînements, de louper. Typiquement quand on allait jouer à Davos, Lugano, le lendemain, j'avais pas besoin d'aller à la banque. Donc voilà, après j'avais des horaires aménagés, surtout la dernière année quand je commençais à m'entraîner vraiment avec la première équipe. Après, j'ai pas eu, on va dire, d'aménagement au niveau de l'école ou bien de la matière en soi à la banque. J'ai dû faire la même chose que tout le monde, les mêmes travaux. Donc voilà, c'est vraiment, je pense que c'est une belle expérience de vie parce que c'est une période où j'ai dû m'organiser beaucoup. On parle souvent de sacrifice en tant que sportif d'élite, c'est un peu la même chose. On voit un peu moins les copains, on sort un peu moins. Puis c'est clair que à cet âge-là, c'est aussi l'âge où on aimerait sortir un peu, on veut faire des découvertes, on veut profiter avec les potes. Mais voilà, c'était un choix. Je pense que il a été payant, on peut le voir. Il n'est pas tout le temps payant pour tout le monde. Pour moi, ça a bien réussi. J'ai réussi à être aussi, je pense, assez professionnel à ce niveau-là. Et puis quand j'ai fini l'apprentissage, donc à mes 18 ans, ensuite, j'ai aussi toujours continué à travailler à la banque. J'ai la chance de pouvoir continuer. Donc là, je travaille au guichet. J'ai pu faire 1-2 formations aussi à l'interne. Et puis voilà, maintenant j'ai 26 ans, je sais que j'ai encore 4 ans de contrat. Donc c'est clair, j'ai aussi des projets pour pouvoir me former un peu plus dans le monde de la finance, pour pouvoir après, on va dire, pas recommencer en bas de l'échelle quand j'aurai fini ma carrière. Donc c'était aussi pour moi un souhait de pouvoir signer à moyen long terme, on va dire, pour pouvoir vraiment préparer mon avenir. Et puis
qu'ils se fassent le mieux possible. Alors, j'ai 2 questions. Comment vois-tu la finance suisse aux yeux du monde? Je pense que c'est une finance très structurée, très solide. On a un des meilleurs systèmes économiques en Suisse. Donc voilà, c'est clair que bosser dans une banque en Suisse, c'est très fort. En plus, après, voilà, il y a aussi différents types de banques. Moi, je suis à la banque cantonale, donc ça reste une banque, on va dire, de proximité. Mais voilà, comme j'en parlais aussi avant, pour revenir par rapport à ça, j'ai pu voir pas mal de secteurs. Et puis, les placements, gestion de fortune, les hypothèques. Donc, si je pouvais choisir, j'aimerais bien après me diriger vers les hypothèques, donc les crédits, etc. D'accord. Et si je dois placer mes billes quelque part, je dois les mettre où? Il faut les mettre un peu partout. On dit souvent qu'il ne faut pas mettre ses billes dans le même panier. Mais... Exactement. J'ai une question qui nous concerne tous les deux. Vous êtes beaucoup sollicités par des extras, partenaires, médias et fans. Comment gères-tu ces moments obligatoires par rapport à ta vie d'athlète avec l'intensité d'une saison de hockey en National League? C'est clair qu'on est pas mal mis à contribution. On a beaucoup l'habitude, surtout déjà après les matchs, les interviews, etc. Donc ça, on est habitué, je pense. Pendant les matchs? Pendant les matchs, et en plus maintenant, je pense que ça fait... C'est pas fou, je veux dire, il y a 2 périodes, je pense, sur l'année, on le fait 2-3 fois. Donc ça va encore, ça fait partie quand même de notre métier. Je pense on peut le faire. Après, c'est clair que pour des joueurs qui montrent beaucoup plus leurs émotions, c'est peut-être plus compliqué à pas dire, on va dire, trop de bêtises entre les tiers, surtout qu'ils nous prennent directement à la fin. Est-ce que vous avez des cours aux médias? On peut faire appel au club si on a vraiment trop de stress, ou bien si on a des hésitations sur quoi dire, etc. Donc on peut faire appel au club, on n'a pas des cours, on va dire, obligatoires. Mais voilà, après, c'est clair qu'on a des demandes extra, comme toi, ce qui est parfait. Non, on le fait avec plaisir, c'est clair, je veux dire, c'est pas souvent. Ça arrive 3-4 fois dans l'année, donc ça prend pas long non plus. Je pense qu'avec l'emploi du temps qu'on a, on peut aussi être apte à faire de temps en temps une interview d'1 heure, donc c'est vraiment pas des choses qui nous dérangent. On reçoit aussi des fois des petites demandes pour faire des vidéos pour des anniversaires, etc. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on fait avec plaisir, en tout cas de mon côté. Je vais être invité à 12 anniversaires. C'est ça. Quand le podcast va sortir. Si on part en festival ensemble, je fais partie de la team Apple. Toi aussi, t'es chez Apple, je pense, également. Apple. Pour pouvoir te joindre durant ces quelques jours, je dois prendre plusieurs natals ou pas? Toi pas, moi oui. Ouais, mauvaise expérience. J'avais eu une fois dans un festival, j'avais pété les plombs, j'avais cassé mon natel en deux. Ouais. C'est là que c'est les duels au pressing, c'est grâce à la force dans les bras, le natel il a explosé. Exactement, ouais. J'avais fini au Samaritain, c'était. Ah, m'a raconté. Par contre, t'étais injoignable. J'étais injoignable, après j'étais un fantôme. C'est cool, c'est cool pendant quelques jours. Bon, là on arrive gentiment aux dernières questions. La question cool, et là tu vas bien développer. Hein. Tu es directeur sportif et player coach. Tu dois choisir ton top 6 en t'incluant pour remporter la Coupe de la Glane. Quels sont tes choix et pourquoi? Donc du gardien, donc tu es dedans, hein. Tu peux jouer au centre à l'aile, tu me choisis le top 6. Et tu me dis pourquoi. Pour remporter la Coupe de la Glane, donc ça peut être des anciens joueurs, toutes tes connaissances, ça peut être aussi des joueurs d'équipe, des joueurs qui te mettent l'ambiance, des joueurs. Puis tu nous expliques pourquoi. On commence dans les buts. Non, attends, je pensais plutôt devant. Donc, on commence devant. Okay. Bon, en fait, je vais mettre des attaquants peut-être en défense, mais je pense que je vais choisir les copains, on va dire, avant la qualité. Ouais. D'ailleurs, vendredi au match. Derrière moi, il y avait toute l'équipe à Laurent Meunier là, qui s'entraîne le vendredi midi, qu'on salue, qui ont fait un bus, qui sont arrêtés un petit peu dans les vignes avant, et puis qui sont venus voir le match. C'était assez sympa d'ailleurs. Est-ce qu'ils ont vu le match? Oui, ils ont vu le match. Je les ai observés, ils ont vu le match. Non, alors je pense déjà, comme j'ai dit avant, je prendrais les potes avant tout, donc Boubi et Kiki déjà. À l'attaque. À l'attaque, ouais. Chaque année avec Boubi et Kiki, vous avez un petit voyage? Exactement, ouais. À Verbier, j'ai entendu, vous voyagez pas mal. Chamonix. Ouais. Là, pendant la pause, on va sûrement aller à Lyon, donc on profite. C'est clair, c'est à Lyon, je pourrais te donner des bonnes adresses. Ouais. Tu vas chez moi. On en parle hors podcast. C'est ça, exactement. Non, je dis, c'est vraiment des personnes que j'adore. Même, on n'a pas du tout le même âge. C'est marrant ça, ouais. Ouais, on a vraiment croché. Boubi, il est de quelle année? Boubi, il est du 88. Toi, 97. Et Kiki? Kiki, il est de 91. Ouais. Du coup, c'est clair que eux, c'est un peu les meilleurs grands frères. Du monde. Moi, je suis un peu venu après, mais comme j'ai dit, on a vraiment croché. C'est des personnes que j'adore.
Donc à l'attaque. Ouais, à l'attaque. Boubi, je le mets en défense quand même. Ah, tu le mets en défense. Ouais, Donc toi, tu te mets où, au centre ou à l'aile? Moi, je me mets centre. Avec Kiki à l'aile. Kiki à l'aile, ouais. Puis de l'autre côté, je vais prendre Nelson aussi, un de mes meilleurs amis. Ouais. Qui joue à Sierre? Qui joue à Sierre, exactement. Qui est blessé en ce moment. Hein. Ouais. Ok, ouais. Donc passe lui, le bonjour. il est assez dur. Je pense qu'avec Kiki et lui, ils aiment bien un peu foutre la haine sur la glace. Du coup, je pense que ça va créer des tensions. Et puis ensuite, après, il y a Boubi qui vient remettre de l'ordre dans tout ça. Ok, et avec Boubi en défense? Et il faut trouver un défenseur. Ouais. Dans la région, parce que Coupe de la Glane. Ouais, Coupe de la Glane, c'est vrai. Mais je pense que je vais encore prendre un joueur qui a eu de l'expérience en défense, Makaï Oldener, qui est très bon en défense et c'est aussi un de mes très très bons potes. J'hésitais entre lui ou bien Inalbon aussi, parce qu'il a aussi beaucoup d'expérience en défense maintenant. Ouais, maintenant il est à chaud de fond, il est passé derrière. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les deux et puis je vais sortir le gardien en fait. Puis s'il faut, il y en a un des deux qui va bloquer les shoots. Qui va le goal. Ouais, exactement. Okay. Ouais. La question soft. Avec ça, on gagne la Coupe de la Glane. Ouais, je pense que vous êtes pas mal. Ça va patiner. Ouais. Question soft. T'es prêt? C'était pas la soft avant? Non, c'était la cool. Ah, la cool. Ouais. Tu es un grand fan de karaoké. Tu as une super voix. Nous aimerions t'entendre chanter un morceau de La Boulette de Diams. Non mais avant de commencer, de temps en temps quand vous partez en voyage, des fois tu aimes bien faire un karaoké, on explique un peu aux auditeurs, aux téléspectateurs. Plusieurs personnes m'ont dit, t'es incroyable quand même, tu chantes vraiment très très bien. Non, pas du tout. Non mais alors je sais pas, ça c'est pas vrai. Qui était sourd, ça c'est pas vrai parce que moi du Caro il m'a obligé à faire un rap pour la 50e du premier bloc. Je peux te dire que j'étais 3 minutes, j'étais vraiment pas bien parce que je chante vraiment très mal. Alors je chante super mal aussi, mais après au final. Je pense qu'il n'y a pas que des grands chanteurs dans les karaokés. Donc, il faut y aller. Puis après, au final, faut prendre son courage à deux mains. Des fois, les gens, ils osent pas trop. Donc, alors, vas-y. Tu arrives à nous faire juste le petit morceau de le refrain de Diams? Non, mais je fais l'intro. Ouais. Alors, ouais, je me la raconte, ouais, je déconne. Non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes, on m'a dicté mais le rap. Voilà de la boulette. Sortez les briquets, fait trop tard dans vos têtes. Voilà. Magnifique, bravo. Ça, c'est mon morceau favori. Ouais. Question hard. Oh, attention. Celle-là, elle est difficile. Difficile? Elle est difficile. Le but, c'est pas de te mettre en difficulté, mais en fait, j'ai toujours, en tant que coach, quand j'ai joué, j'ai un peu jugé les coachs qui m'ont entraîné, ce qu'ils m'ont apporté, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Et en fait, là, c'est plutôt le positif, en fait. Tu as différents coachs. Le coach idéal pour toi en 2023, en prenant une ou des qualités entre Hans Kosman, Gerd Zenhauser, tu me dis si j'en oublie, hein, Larry Uras, Mark French, tout cela tu les as eu, hein, Christian Dubé, Albert Malguin, et enfin Gary Sheehan. Albert Malguin, je ne l'ai pas eu. Martine, tu avais qui? Non, j'avais Plavsic. Plavsic, ok, alors je me suis trompé d'année, Plavsic, donc et Gary Sheehan. Là, c'est pas évident. C'est-à-dire que je dois sortir quelque chose de chaque. Pas obligé, mais tu peux me dire, en fait, toi, tu as 26 ans, tu as vécu plein de choses dans ton mouvement junior et tu as vécu l'évolution de la société aussi. Et aujourd'hui, on parle beaucoup dans les médias, tu en entends parler, de la gestion d'un groupe qui est complètement différente et il y a beaucoup plus d'individualisation, beaucoup plus de communication à titre individuel qu'à l'époque. Et puis il y a des façons de traiter les athlètes qui sont complètement différentes à mon époque et à la tienne. Donc justement, par rapport à ça, qu'est-ce qui est aujourd'hui pour toi les qualités d'un coach en 2023 en National League? C'est vrai que c'est pas facile la question. Hein. C'est vrai que j'ai un peu, comme tu as dit, j'ai eu 7 coachs, 7-8 coachs. Donc ouais, en pro, tu en as eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 coachs différents, principal, sans parler des assistants. Je pense pas qu'il y a de coach idéal, car un coach, toi typiquement tes coachs, peut-être ça va mieux aller dans une équipe et beaucoup moins bien dans une autre. Je pense qu'il faut aussi s'adapter. Le profil par rapport aux joueurs. Il faut aussi s'adapter, je pense, à l'équipe. Des fois, on voit des coachs, j'ai pas d'exemple, mais qui passent de National League ou de Swiss League à une première ou deuxième ligue, et puis qui aimeraient comme ça soit exactement comme si on joue en professionnel, alors que c'est peut-être pas forcément la même chose.
je dis c'est un exemple. Mais pour moi, si je devais, on va dire, relever 2-3 points, je pense que la volonté de gagner de Dubé qu'on a là, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir. Juste par rapport à Dubé, moi, ce qui me marque, parce que j'observe beaucoup ça, c'est que c'est pas forcément complètement structuré, votre jeu. Ça a évolué au cours des années. Il y a beaucoup de créativité. Oui, il y a beaucoup de créativité, beaucoup de liberté, un peu comme Bien par moment, la précédente saison. Par contre, il transpire le hockey. C'est-à-dire que dans ses décisions de coach, dans la vision ou dans l'analyse de ce qui va se passer, il est en avance, il sent le truc. Je pense que c'est aussi car il a fait une grande carrière, il a aussi beaucoup d'expérience, donc son passé de joueur peut l'aider, je pense, dans son rôle de coach. Après, je pense lui aussi, il a su peut-être aussi calmer ses émotions. Se renouveler. On sait que quand il a commencé, ses émotions étaient aussi très hautes. Ça, je pense aussi, ça vient aussi du fait qu'il était joueur et qu'il voulait absolument gagner. Donc ça, j'avais aucun souci avec ça. Après, French, typiquement, c'était aussi le gars carré. Donc là, c'était vraiment, on va dire, structuré. On avait un peu moins de liberté. Lui, il savait, il avait son système. On savait que si on le mettait en place, on avait des chances de gagner. Peut-être que... C'était usant pour certains joueurs trop créatifs. Peut-être, c'était un peu comme laisser des lions en cage. C'est clair que c'était vraiment très très structuré par rapport à maintenant. Gary était très à l'écoute de ses joueurs. Je me souviens qu'il me parlait vraiment beaucoup quand j'étais à Joie. Il se souciait aussi beaucoup des joueurs, comment est-ce qu'on se sentait, comment est-ce qu'on voyait la chose. Même pour des petits détails, si on devait s'arrêter en quart quand on allait jouer à l'extérieur, tout ça, c'était vraiment il était fin avec ses joueurs et il sentait aussi et il était vraiment à l'écoute, très communicateur. Plavsic, je l'aimais bien, il me faisait jouer tout le temps. J'avais énormément de temps de glace avec lui. Tu fais du yoga ou pas? Non, je dis vraiment là-bas c'était cool et c'était aussi assez... Ça t'a donné beaucoup de confiance. Ouais, beaucoup de confiance. Ouais. En plus, on a eu une belle saison. On a fait une belle saison avec Martini. C'était vraiment chouette. Là, avec Uras, c'était aussi assez. Il savait ce qu'il voulait. C'était aussi assez structuré. Il est très drôle, hein. Ouais. Il est très drôle. Moi, je l'ai connu en consultant à la RTS. Non, il avait toujours hallucinant. Pour rire. Des fois, il arrivait jouer au banjo là. Donc c'était vraiment drôle. Non, il avait justement cette déconne. Alors du moment qu'on arrivait sur la glace, c'était vraiment le travail. Gerd aussi, très bon communicateur. J'ai vraiment beaucoup aimé. Beaucoup d'empathie. Moi, j'ai travaillé avec lui au Sport Études. Je trouvais qu'il a ce côté humain qui aujourd'hui marche très bien en 2023. Exactement. Ouais. Et je crois que lorsqu'ils ont été promus, moi j'ai suivi toute la série lorsqu'ils ont été promus à Lausanne. C'est aussi ce côté humain qui a fait qu'ils ont réussi à passer ce palier et arriver en National League. Très calme aussi, posé. Il montre justement moins d'émotions. Il y en a qui diront peut-être pas assez. Si on pouvait comparer typiquement Christian au début et puis maintenant Gerd. Donc voilà. Cosman, tu l'as eu? Cosman, je l'ai pas eu beaucoup. Ouais. Je m'entraînais juste. Ouais, donc, puis ça a changé pour Gerd là. À ce moment-là. J'ai pas eu grand chose, pas beaucoup d'expérience. C'était ancienne génération. On me disait, on m'a raconté que c'était assez dur. Hein. C'est assez dur C'était assez dur avec Hans, qui élevait la voix quand ça lui plaisait pas. C'était aussi, je pense, une certaine personnalité. Il y en a qui arrivent à rester plus calme puis à avoir qui jouent plus sur les mots. Lui, je pense, c'était plutôt sur l'impact qu'il fallait mettre, qu'il fallait réveiller le vestiaire ou bien, etc. Donc là, mais je dis, c'est aussi on va dire un peu des échos que j'ai eu, mais j'ai pas eu la chance de vivre ça. Et pour finir, on a fini avec les coachs. Là, c'était intéressant ce que tu nous as dit. Est-ce que dans ce vestiaire-là, sans citer personne, tu as des gars qui sont capables aussi aujourd'hui? Parce que justement, les coachs, il y a moins ce côté où tu casses, comme nous racontait le chef matériel de Jimmy de Genève, où il se mettait d'accord avant, où Max Orley arrivait, allait tout casser, puis il aidait à ranger après. Ça arrive beaucoup moins souvent. Est-ce qu'il y a des joueurs qui prennent un peu leurs responsabilités, sachant que ça a changé aussi? Maintenant, il y a 6 étrangers, tu as des étrangers de haut niveau. Est-ce que tu as des gens qui se lèvent et qui prennent la parole des fois à la place du coach? Chez nous, il y en a beaucoup. Ouais. Le coach, il vient au milieu de la pause. Donc, on se parle aussi beaucoup avant qu'il arrive. On sait ce qu'on va faire. On sait les choses qu'on a améliorées. Donc, il y a toujours 2-3 joueurs qui prennent la parole. C'est pas toujours les mêmes. Je pense qu'on a aussi
Donc, comme dans chaque équipe, on a beaucoup de joueurs avec pas mal d'expérience. Donc, on a des joueurs qui ont joué en NHL, donc qui savent aussi comment ça se passe. Et puis qui trouvent aussi les bons mots, les mots justes. On a des joueurs qui ont été champions, que ce soit en Suisse, à l'étranger. Donc, ils savent aussi ce qu'il faut faire pour être champion. Donc, je pense que chez nous, on a vraiment quelque chose qui tourne bien à ce niveau-là, au niveau de la communication, on va dire, dans le vestiaire. Ok, merci. On arrive gentiment vers la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Un titre? Le meilleur. Le titre, évidemment. Ouais, c'est quelque chose. J'espère. Moi, j'étais personnellement très touché lorsqu'il y a eu la cérémonie pour Sprunger. Et en fait, tu parlais beaucoup d'amitié. On ressent ça chez toi. Tu es un coéquipier. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est l'image Sprunger-Bikoff. On avait envie d'être amis avec eux à ce moment-là. On sentait qu'il y avait vraiment beaucoup de complicité. Il y avait les caméras braquées sur eux, mais en fait, ils discutaient comme s'ils étaient dans leur salon. Et j'ai l'impression que les résultats de Fribourg aujourd'hui, évidemment, il y a des étrangers qui sont arrivés, qui ont amené certaines choses. Il y a les joueurs suisses qui performent mieux. Vous êtes premiers, mais on sent qu'il y a une vraie famille. Ouais, je pense qu'on a vraiment réussi à construire quelque chose de gros ici. On s'entraîne bien, on s'entraîne dur, on a vraiment du plaisir tous les matins. Je pense qu'il n'y a pas un joueur ici qui est pas content, on va dire, de venir à la patinoire. On fait des blagues, on sait que quand on est sur la glace, on travaille dur. Pour l'instant, on a justement les résultats qui suivent, donc peut-être c'est aussi grâce à ça. On sait qu'on mérite d'être là où on est. On sait qu'il y a encore beaucoup de boulot. On sait que les équipes vont venir après nous. Mais voilà, je veux dire, l'ambiance qu'on a là, c'est aussi une des meilleures, je pense, que j'ai vécues après mes saisons. Je te remercie, merci de ton temps. C'était vraiment très sympa de te rencontrer dans ce cadre-là. Et puis, lorsque j'irai dans un festival, je t'appelle. Non, faut pas. Non, je serai pas joignable. Alors, à bientôt. Merci beaucoup, Tata.